et s'avança sur le petit balcon. Au nom de Dieu. C'est à ce moment-là que la pipe lui tomba des lèvres et disparut pour l'éternité dans la vase des hauts-forêts. Et tu as toujours dit, vous pouvez essayer d'aller voir. Car, mesdames, messieurs, Motard découvrait là, au milieu de son filet et à la lueur de son fanal, Sa femme. Ah non! La plus belle des sirènes que le grand Alex. Voilà. Des cheveux d'algues, des yeux d'océan, un coup de biche, des seins de marbre que le balancement du filet faisait à peine frémir. Commencez par fantasmer, je vous vois la première. Et Motard se voyait déjà ramenant sa prise à la maison et amassant une véritable fortune sur son dos en l'exhibant sur les marchés et les foires avoisinants. Quand soudain, les lèvres de la petite sirène s'entrouvrirent et elle commença à parler. S'il vous plaît, libérez-moi. Te libérer? Mais t'y penses pas, ma Holly était la plus belle prise des peu que je fais. Faut pas te libérer comme ça. Mais vous savez bien que, en dehors de mon milieu naturel, je ne pourrais survivre. Mais t'as dit, on n'est pas la peine d'assister maintenant que je te garde pour ta roue. Oh, s'il vous plaît, par amour de ce que vous avez de plus cher au monde. Tenez, par amour pour votre femme. Oui, là t'es mal parti dans ton argumentation, ma Holly. Si vous me libérez, je viendrai tous les soirs dans votre filet. Je vous raconterai des histoires de naufrage, des histoires de marins qui épousent des sirènes. Des histoires? Oui. Et là, deux grosses larmes se mirent à perler au coin des yeux de la sirène et commencèrent à sillonner ses joues. Et Motard mettait son cœur à une épreuve toute nouvelle pour lui, celle des larmes féminines, car les yeux de la mère Motard avaient dû se tarir au premier vagissement. Et que croyez-vous que fit son cœur d'homme, messieurs? Eh bien, il craqua, comme aura fait le cœur de tous les messieurs ici présents aujourd'hui. Et après avoir fait promettre à sa petite sirène qu'il reviendrait le lendemain, il retira la chevillette qui bloquait le treuil, laissa le câble se dévider, le filet descendre à l'eau, et libéra sa prise. Et le lendemain soir, fidèle à sa promesse, la petite sirène était là, se laissait prendre au filet, et lui contait une première histoire. Il en était de même le soir suivant pour une deuxième histoire, et le troisième soir pour une troisième histoire, et ainsi de suite. Et soir après soir, la petite sirène lui contait le grand fleuve, lui contait la mer, lui contait des histoires de naufrage. Certains soirs, elle lui chantait des chansons. La chanson de ce marin Saint-Onget, bien connu, enfin la chanson, pas le marin, qui, rentrant d'une longue campagne de 7 années, pensait retrouver au foyer femmes et enfants réunis. Brave marin revient de guerre tout doux, tout mal chaussé, tout mal vêtu. Brave marin, d'où reviens-tu tout doux? Madame, je reviens de guerre tout doux, qu'on m'apporte ici le vin blanc, que le marin boit en passant tout doux. Brave marin se mit à boire tout doux, se mit à boire et à chanter, et la belle hôtesse a pleuré tout doux. Qu'avez-vous donc, dame l'hôtesse tout doux? Regrettez-vous votre vin blanc que le marin boit en passant tout doux? C'est pas mon vin que je regrette tout doux, mais c'est la mort de mon mari. Monsieur, vous ressemblez à lui tout doux. Dites-moi donc, dame l'hôtesse tout doux, de lui vous aviez 3 enfants, vous en avez 4 à présent tout doux. J'ai tant reçu de ces nouvelles tout doux, qu'il était mort et enterré, que je me suis remarié tout doux. Brave marin vida son verre tout doux, sans dire un mot tout en pleurant, il regagna son bâtiment tout doux. Et les jours passaient, les semaines, seulement il arriva ce qui devait arriver, c'est que Justin Motard avait de plus en plus de mal à expliquer
la chose, car le produit des pêches diminuait régulièrement et il avait de plus en plus de mal à expliquer la chose à une épouse de plus en plus méfiante et suspicieuse. Il essayait bien de dire que les pêches étaient en plus qu'elles avaient été. Les bancs de poissons s'étaient déplacés. La pollution, le réchauffement climatique, où il avait de plus en plus de mal à la convaincre. Et si bien qu'un jour, minée par la jalousie et la curiosité, la mère Motard décida de suivre son mari en évitant de se faire remarquer, ce qui était déjà un louable exploit de sa part. Enfin, ce soir-là, la lune fut sa complice en se dissimulant derrière des nuages. Elle parvint à suivre son mari jusqu'au pied des falaises, tenta de s'aplatir contre la paroi rocheuse, et vit la silhouette de Motard qui passait devant elle, qui gravissait les relons d'échelle, franchissait l'étroite passerelle et s'enfermait dans sa cabane. Le curé de Camaret se dit « Oh, Motard qui sifflait une chanson paillarde à présent !» La preuve qu'il avait vu toute sa tête. Et puis elle aperçut la lueur du fanal qu'on allumait dans la cabane. Elle s'approcha bien vite au pied des pilotis qui soutenaient le carrelet. Et puis elle entendit le ronron des treuils bien huilés contre des vides. Elle vit passer la silhouette du filet qui descendait à l'eau. Elle attendit le temps de compter jusqu'à 10, 12, 15. Et puis elle entendit à nouveau le ronron du treuil bien huilé qu'on rembobine. Et soudain, sortant de l'eau, elle découvrit la pêche miraculeuse de son mari. Elle faillit en tomber sur le cul, là, sur les rochers luisants de Gwen. Mais déjà, la silhouette était cachée par la masse sombre du carrelet. Elle tendit l'oreille, mais la conversation était couverte par le clapot des vagues. Alors, elle décida de faire demi-tour, de rentrer chez elle, afin d'y préparer le deuxième acte de sa vengeance. C'est pas du Shakespeare, mais on s'en approche. Et le lendemain matin, effectivement, elle n'eut pas un mot plus haut que l'autre à l'égard de son mari. Tout sucre, tout miel. Elle s'offrit même de lui préparer un grand bol de tisane digestive, car Motard souffrait depuis quelque temps de maux d'estomac tenaces. La fatigue, sans doute. Alors c'est sans méfiance que Motard but le grand bol chaud et parfumé qui présentait sa femme, jusqu'à la lit. Et il se sentit effectivement tout de suite beaucoup mieux, détendu, même presque l'envie de retourner faire une petite marienne, une petite sieste. Pourtant il venait de se lever. C'est qui s'y connaissait en tisane la mère Motard, voyez-vous. Et quand elle a su que Motard était endormi pour une longue journée, une longue et bonne nuit, elle savait qu'elle pouvait entamer le deuxième acte. Alors elle prit un grand sac en toile de jute, un harpon, et elle prit le chemin qu'elle avait pris la veille en direction du carrelet. Elle arriva au pied de l'échelle et de ses relons, elle cramponna les montants, regarda vers le haut, offrant une diasque au moléo. Mais le désir de vengeance était trop fort dans son cœur, la haine trop grande, alors elle serra les poings, elle serra les fesses, elle ferma les yeux, c'était difficile parce que la peau était vraiment tendue. Elle gravit un à un les relons d'échelle, franchit l'étroite passerelle, entra dans la cabane, alluma le fanal, elle examina les rouages des treuils, dont il n'y avait rien de bien compliqué. Alors elle retira la chevillette, laissa le câble se dévider, le filet descendre à l'eau. Et là, au lieu d'agiter la lanterne à ras l'eau, elle l'attacha avec la ficelle à la balustrade du balcon, juste en hauteur d'yeux. Et puis elle retourna dans la cabane, retira la chevillette, commença à rembobiner d'une main, et pour elle aussi, quand le filet arriva à la surface, le poids était trop lourd, elle se mit à deux mains sur la manivelle, et quand elle aperçut la marque blanche, elle bloqua le treuil, elle reprit le fanal, regarda par l'étroite ouverture. Oh oui, la prise était belle. Et la petite sirène, aveuglée par la lueur du fanal, ne s'était pas aperçue du changement de propriétaire à l'intérieur de la cabane. Et elle ne vit pas non plus d'où venait le coup terrible qui l'estourdit tout net. Et ce ne fut qu'un jeu d'enfant pour la mère Motard avec ses bras monumentaux, pour ramener sa prise dans la cabane. Elle la fourra dans son sac en toile de jute, le chargea sur son épaule
et prit le chemin du retour avec la même appréhension, mais le cœur soulagé d'un grand poids de haine et de rancœur. Et le lendemain matin, sur les coups de midi, quand Motard ouvrit enfin un premier œil, le soleil était au plus haut dans le ciel. Ben, enfin, hier, et tout, j'ai dormi jusqu'à midi, ben, je dois être bien fatigué. Et puis il sentait dans sa bouche une langue un peu épaisse, un peu pâteuse. Il a eu besoin de délier tout ça. Il s'est levé péniblement, s'est traîné jusqu'à la cuisine, et là, il s'est laissé choir sur la chaise paillée. Et la mère Motard était déjà là, dans son attitude favorite, les mains sur les hanches, le regardant avec un air goguenard. Et toi, à cette heure-là que tu te lèves? Ah, hein? Je te demande si c'est à cette heure-là que tu te lèves. Oh ma foi, ouais, elle doit être fatiguée. Ah ouais, tu devais bien être fatigué. Bah tu vois le voisin, il est moins fatigué que toi. Il est allé à la pêche à 3 heures du matin. Il a ramené du bon poisson et je te l'ai cuisiné. Et Motard, levant les yeux, aperçut sur la table un gros fétou accroupi d'où émanait une douce odeur de courbouillon. Et la mère Motard a soulevé le couvercle du fétou et elle a servi dans l'assiette de Motard un long filet de poisson blanc aromatisé par le courbouillon. Et Motard a commencé à manger à petites bouchées d'abord, et puis avec de plus en plus d'appétit. Et la mère Motard le regardait toujours de son air goguenard. C'est-il bon ce que tu manges? Ah, hein? Eh bien, je te demande si c'est bon ce que tu manges. Ben, ma foi, ouais. Qu'est-ce que tu connais? T'as pas reconnu, hein? Ben, ma foi, non. Eh ben, olé la queue de ta sirène que t'es en train de bouffer mon cochon. Oh nom de Dieu, t'as pas fait ça, dis, t'as pas Oh, vu? dis donc, je me serais gênée. Une créature qui t'a fait tourner de la tête. Non, mais t'as pas vu, dis, t'as pas Eh vu? ben, mais si tu me crois pas, t'as qu'à aller dans la remise. Il y a ses restes. T'auras qu'à les faire empailler. Oh nom de Dieu, Motard s'est levé d'un bond renversant sa chaise. Il s'est précipité vers la remise. Et là, il a découvert, sur le sol, un grand sac en toile de jute tout marqué de taches brunes de sang séché. Alors Motard, tout d'un coup, a tout compris, comme si un voile se déchirait devant ses yeux. Le long sommeil, la soupe de poisson, l'air goguenard de la mère Motard. Il a senti une haine glacée lui envahir les veines. Ses yeux sont tombés sur la chafandre toute proche. Il l'a saisie, il a couru vers la cuisine et, pas plus que la petite sirène, la mère Motard n'a vu d'où venait le coup terrible qui la faisait passer d'un monde à l'autre. Et elle a rendu ainsi au diable l'âme qui lui avait façonné pendant 40 années de sa vie. Et Motard est retourné à la remise. Il a pris le sac en toile de jute, il l'a chargé sur son épaule et il est parti. Il a quitté sa maison, il a quitté son pays, il a marché tout le long de la côte. Tout le long de la grande côte sauvage, jusqu'au fin bout de la pointe espagnole, et là, juste à côté du cimetière des naufragés dont on a parlé tout à l'heure, il a creusé un grand trou très profond. Il a jeté son sac au fond du trou, il a rebouché, et le lendemain, juste à l'emplacement du trou, un arbre avait poussé, un rosier. Et ce rosier donnait les roses les plus belles, les plus rouges qu'on puisse imaginer. Et tous les jours, vous entendez, tous les jours, l'homme venait parler à son rosier, tous les jours. Il allait l'arroser avec de l'eau qu'il puisait à même l'océan au creux de ses deux mains. Et puis, beaucoup plus tard, l'homme usé, vieilli, fatigué, a cessé de venir parler à son rosier. Alors paraît-il que les roses se sont fanées toutes en même temps, et leurs pétales tous ensemble sont tombés sur le sol, le recouvrant d'une rosée de perles de sang. Alors mesdames, messieurs, maintenant si vous voulez savoir comment moi, le conteur, je connais cette histoire, c'est tout simplement qu'une rose me l'a contée. Ouais. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis né, baptisé de rosée, me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermé la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin.
L'amour, toujours l'amour. Il y a du bel amour et puis il y a de l'amour qui s'use. C'est un peu ce qui est arrivé à la famille Moutard. Hein. C'est de l'amour usé. Mais il y a aussi de l'amour amitié. Notre chanteur Henri Tachant, qui est mort ce mois-ci, disait « Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. » On peut attraper des coups de foudre d'amitié. C'est ce qui m'est arrivé avec le grand Pierrot, quand on s'est rencontrés. Et bien c'est ce qui est arrivé aussi à Coco et Polo. Coco et Polo, ces deux-là, quand ils se sont rencontrés, ils sont tombés d'amitié, un coup de foudre d'amitié. Ils se sont rencontrés dans un bar à la Palisse. Je vais vous donner le nom du bar. On n'est pas la peine d'aller le chercher, les conteurs sont des menteurs qui disent la vérité. En plus, le bar, il a dû fermer. C'était le bar du capitaine de la barrique. C'est qui croque, cul sec, la pomme, qui met du cognac dans son rhum, sa ponctuation fédéique, le capitaine de la barrique. C'est qui pêche le varech et les emmerdes qui vont avec. C'est qui a sorti Moby Dick, le capitaine de la barrique. Et c'est qui chante allez roule et roule ma poule dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. Coco et Polo, ces deux-là, donc ils s'étaient rencontrés dans ce bar. Coco, il était de Cherbourg et c'était un gars qui travaillait sur les grands paquebots, les paquebots de marchandises. Polo, lui, il était de la Palisse. Il était pareil comme petit Louis, petit-fils, arrière-petit-fils de marin. Et il avait toujours rêvé de passer la ligne d'horizon, mais il n'avait jamais osé. Il était toujours resté dans le coin. Et quand ces deux-là, Coco et Polo, s'étaient rencontrés, Polo, il avait expliqué qu'il avait envie d'aller ailleurs. Et Coco, il lui avait dit, mais il y a toujours une place sur mon bateau. T'as qu'à venir. Et c'est comme ça que ces deux-là, ils avaient travaillé ensemble sur des grands paquebots. Coco, il avait une particularité. Ça ne l'empêchait pas d'être un bon marin. Mais il n'avait pas d'oreille du côté gauche. C'était lisse. Il n'avait pas d'oreille. Coco et Polo, ils parcouraient les mers. Et puis au bout de 3 mois, 6 mois, ils revenaient au bar du capitaine de la Palisse, du capitaine de la barrique. Et ils racontaient leurs exploits. Et puis quand c'était à peu près minuit, on ne savait plus si c'était le bar qui tenait Coco ou si c'était Coco qui tenait le bar, il y en avait toujours un dans l'assemblée qui disait « Hé Coco, dis-nous comment tu as fait pour perdre ton oreille ?» Et Coco, il avait les yeux qui s'illuminaient, un grand sourire. Il posait son verre sur le bar, il se tournait vers l'assemblée et il racontait. Vous voulez que je vous dise comment j'ai fait pour perdre mon oreille? Ben, c'était quand j'étais tout minot. C'était à Cherbourg. J'étais pas plus grand qu'Eliott, 8 ans. Il y avait un cirque qui venait dans mon village. Mes parents n'avaient pas trop d'argent. Et un jour, ils ont accepté de m'emmener, mon père. Je suis allée au cirque. Oh Dieu que j'étais content. Ça sentait le fauve, ça sentait la sueur. J'étais heureux, j'avais passé une belle soirée. Tout d'un coup, c'était le dernier numéro, il y a un homme qui est rentré. Il était torse nu, il avait des chaînes sur les bras. Et puis il avait un fouet à la main. Derrière, il y avait une jolie jeune femme en juste corps qui est arrivée. L'homme lui a mis une cigarette dans la bouche, 2 cigarettes sur les oreilles. Il a claqué son fouet. Moi j'avais peur, j'étais tout minot. Et schlac, 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 les 3 cigarettes sont tombées. Tout le monde a applaudi. Moi j'étais pas trop fière. Le gars s'est approché de notre côté, des gradins, et il a dit, y a-t-il un volontaire? Moi, à ce moment-là, j'avais un copain de l'école qui était là. J'ai fait coucou comme ça. Et voilà que je me suis retrouvée au milieu de la piste. En moins de temps qu'il ne faut pour vous le dire, j'ai eu des cigarettes sur mes 2 oreilles, une dans la bouche. J'ai entendu le fouet, schlac, schlac, qui craquait comme ça. Mais le 3e, ça m'a brûlé à l'oreille. J'ai sorti ma main, elle était pleine de sang. J'ai regardé, mon oreille était dans la sueur. Eh bien, ils n'ont jamais pu me la recoller. Hein. Eh bien, c'est comme ça que j'ai fait pour perdre mon oreille, qu'il a dit Coco. Et puis il a pris son verre, il s'est bu une rasade, et puis il est sorti du bar en foudroyant.
Et c'est qui chante, allez roule et roule ma poule dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. C'était comme ça à chaque fois qu'ils revenaient. Ils racontaient leurs exploits, Coco et Polo, et puis au bout d'un moment, il y avait, quand on ne savait plus si c'était le bar qui tenait Coco ou si c'était Coco qui tenait le bar, il y en avait toujours un dans l'assemblée qui disait « Allez, on t'a pas cru, dis-nous comment t'as fait pour perdre ton oreille ?» Alors le Coco, il avait ses yeux qui s'illuminaient, un grand sourire, il posait son verre et il disait « Bah c'est vrai, je vous ai pas dit la vérité, mais ce soir je vais vous la dire. J'avais 18 ans, j'étais à Cherbourg. J'étais amoureux de la Julie. Oh Dieu, qu'elle était belle, la Julie. Une rousse, une rouquine, avec une tignasse comme une crinière de lion. Elle avait une couleur de cheveux, on aurait dit la forêt en plein mois d'automne. Orange, jaune, rouge. Elle était belle, avec des yeux noisettes, des taches de rousseur. Dieu, qu'elle était belle. On allait au bal. On dansait toujours ensemble. Seulement un jour, au bal, elle a voulu aller boire un coup au bar. Et c'est à ce moment-là que le chef d'orchestre a dit « Un tango des dames !» Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le tango des dames. C'est quand les femmes, elles invitent les hommes à danser. Je ne pouvais pas dire non. Il y a une brunette qui est venue devant moi. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dansé le tango. À ce moment-là, la Julie, elle est arrivée, elle a quitté le bar. Elle m'a pris par le bras. Elle m'a fait sortir. Je me suis retrouvée sur le parking. On a marché un petit peu sur le chemin pour rouler boulet. Elle m'a fait tomber dans le fossé. Elle s'est mise avec ses poings à me taper. J'osais pas la frapper, ma petite Julie, mais tout d'un coup, j'ai senti une douleur énorme avec ses dents. Elle m'avait arraché l'oreille. C'est comme ça que j'ai perdu mon oreille, qu'il a dit comme il a posé, non, il a repris son verre, il s'est pris une rasade et il a quitté le bar. Et c'est qui chante, allez roule et roule ma poule dans son bateau préhistorique, le capitaine de la barrique. Mais ça a duré pendant des années. Un jour, c'est qu'il avait fait la guerre avec les Prusses. Et comme il faisait trop froid, le capitaine n'avait pas voulu lui serrer la main, ils avaient des gants, il a voulu le féliciter, il lui a tiré l'oreille est tombée. Un autre jour, c'était avec des pygmées. Un autre jour, c'était des requins. Ah, il y avait toujours une histoire, et c'était chaque fois des histoires que Coco invente. Et puis un soir, Polo est arrivé au bar, il était tout seul. Coco, il s'était acheté une maison dans ce qu'on appelait autrefois la ville en bois, c'est à La Rochelle. Ça s'appelle, c'est vers les Minimes, vers la médiathèque. Et là, il avait une petite maison. Et quand Polo est rentré dans sa maison, il a vu son Coco qui était très malade, en train de vivre ses dernières heures. Il était couché blanc comme un linge dans son lit. Polo avait beaucoup de peine. Il est resté près de son ami, qui était vieux maintenant, qui allait partir, quitter ce monde. Il lui a parlé, ils se sont racontés des choses. Mais Polo, il avait de la peine de voir son copain partir, mais en même temps, il sentait que c'était les derniers moments. Alors il a dit, s'il te plaît, Coco, dis-moi comment tu as fait pour faire ton oreille. Parce que comme ça, moi, je le dirai pas aux autres et je ferai comme toi, dis-le-moi. Alors, Coco, dans un geste très fatigué, il a fait signe à son copain Polo d'approcher son oreille de sa bouche et il lui a dit qu'il est comme. Et il est mort. Alors le Polo, il avait, vous savez, ça nous arrive parfois, on a beaucoup de chagrin puis on a de la joie en même temps. On est content puis on est malheureux. Il se disait, j'ai le secret, je tiens le secret. Et puis en même temps, il était triste de voir son ami qui était mort. Alors il lui a fait une toilette. Il a mis son drap jusque en haut, sous son menton. Il a bien installé son lit pour que les gens viennent visiter le mort. Puis il a rangé un peu la table de nuit. Et là, sur la table de nuit, il a trouvé un cadre. Et dans le cadre, c'était Coco, qui était âgé d'une dizaine d'années. Il a regardé, mais sur le cadre, le Coco, il avait bien une oreille de chaque côté de la tête. Il a approché le cadre un peu plus près, et de là-haut, le Coco, il lui faisait un clin d'œil. C'est qui n'a pas eu d'enfant, du moins c'est lui qui le prétend. Faudrait qu'il retourne en Martinique, le capitaine de la barrique.
quand s'en reviennent les touristes sur la petite plage naturiste. C'est qui passe devant la crique? Le capitaine de la barrique. C'est qui en voyant la terre de Jersey, île d'Angleterre, a gueulé vive l'Amérique, le capitaine de la barrique. Et c'est qui chante allez roule, et roule ma poule dans son bateau préhistorique. Le capitaine de la barrique. Lucas, il avait fréquenté le bar du capitaine de la barrique dans le temps, quand il était jeune, à l'époque où il était Terre-Neuve. À l'époque où il était Terre-Neuve, le Lucas, il partait pour des campagnes de 5-6 mois là-bas, au large de Terre-Neuve, pêcher la morue. Et puis, il rentrait après dans son pays de Saint-Onge. Et un jour, il était rentré pour faire son temps militaire. Et là, il avait rencontré la Louise, ils s'étaient mariés. Et puis, avec la Louise, eh ben, ils avaient fait 4 drôles. 4 enfants, 4 garçons. Oui, à chaque retour de campagne, quoi. Hein. C'était comme ça. Non, malheureusement, c'est qu'avec la naissance du 4e, ça s'était mal passé. La Louise était passée, comme on dit, à tribord. Alors, le Louis, il avait décidé de plus repartir pour ses longues campagnes, parce qu'il fallait bien qu'il élève les drôles. Il avait changé de métier. Il s'était acheté une canotte, comme on dit, et il avait amarré sa canotte dans le chenal du port de Talmont-sur-Gironde. Il était devenu pêcheur d'estuaire. Comme ça, il pouvait rentrer tous les soirs, s'occuper de ses drôles. Voilà. Et il n'allait plus fréquenter le bar du capitaine de la barrique, là-bas à la Palisse. Il restait toujours dans son coin de sud Saint-Onge. Et le temps passait. Et puis, c'était curieux, c'est que il y avait ces 4 garçons, il n'y avait pas plus différent que ces 4 garçons-là. Ah oui, il n'est pas possible de faire plus différent. Non, c'est pas ce que vous croyez, mesdames, non, c'est pas ça. Simplement, c'est comme ça, ils étaient différents. Il y en avait un, il s'appelait Louis, l'aîné. Et il l'avait surnommé le Grand Louis. Parce qu'il était, comme on dit chez nous, long comme un jour sans pain et sec comme un coup de trique. Et alors, Louis, il avait le teint, on peut dire qu'il aimait ça, les Louis d'or. Qui est le teint qui avait viré au jaune pâle des vieux écus un peu poussiéreux. Alors, le grand Louis n'avait jamais voulu apprendre le métier du père, pas assez lucratif. Il avait émigré vers l'intérieur des terres où il faisait des affaires plus ou moins louches, mais très lucratives. Le second fils, lui, se prénommait Pierre, et on l'avait surnommé le Grouvière. Parce que par rapport à Louis, c'était l'envers du décor. Il était rougeau, jovial. Du point de vue corpulence, il tenait davantage de la barrique que de la trique. Et lui non plus n'avait pas voulu apprendre le métier du père parce que le régime poisson, c'était pas son fort. Le gros Pierre rêvait que de soupe grasse plantée en croûte, choux à la crème, polenta, lard grillé, farci pot de vin. Dès qu'il avait quelque argent, il le dépensait à la nourriture, il mangeait, bouffait, baffrait à longueur de journée. Le troisième fils, mesdames, c'était comme qui dirait le mieux venu de la couvée. Et il s'appelait Jean, mais on l'avait surnommé le beau Jean. C'était un don Juan jusqu'au bout des gènes. Dès qu'il apparaissait sur une place publique, toutes les femmes se pâmaient à 100 mètres à la ronde, comme aujourd'hui. Alors le beau Jean, évidemment, lui non plus n'avait pas voulu apprendre le métier du père, parce que la voie maritime n'était pas tellement ouverte à la profession même féminine. Hein. L'époque d'Isabelle Autissier, Marc Arthur, etc. n'était pas encore venue. Alors il passait son temps à courir la gueuse ou la bourgeoise, ne méprisait pas plus la veuve que la pucelle, ne s'embarrassait pas de morale quand il pouvait attirer une épouse mariée dans son lit. Oui, c'était son meilleur rapport qualité-prix, disait-il. Et le quatrième fils, semblait être arrivé sur Terre par erreur. Une erreur de la nature. Il s'appelait Jacques, mais on l'appelait le petit Hack, ou le Hakou. C'était une sorte d'avorton un peu simplé, un peu demeuré.
Pour vous décrire comment. Au point de vue coefficient intellectuel sur l'échelle animale, il était à peu près à mi-chemin entre la